Moi, quand je regarde mon père, je comprends et je vois à travers les yeux de mon père ou de ma mère toute l'histoire de France, l'histoire de la colonie, l'histoire des caïds installés dans les villages, l'histoire de l'interdiction qu'ils ont donnée de se rendre dans les forêts alors qu'en Kabylie, ils crevaient la dalle, ils mangeaient pas. Si on veut prendre des auteurs français comme Albert Camus, il a écrit La misère berbère, il l'a écrit. Et quand il l'a décrit, mais c'est juste horrible, mais qui connaît ça? Bonjour et bienvenue dans Un pavé dans la mare. Aujourd'hui, je suis ravi d'enregistrer un nouvel épisode de ce podcast et c'est avec un grand plaisir que je reçois Rachid Bouali. Rachid est conteur, comédien et metteur en scène. À travers ses œuvres, notamment sa dernière pièce On n'a pas pris le temps de se dire au revoir, il nous transporte dans son histoire, il donne vie à un récit avec poésie et avec humour. Et en même temps, il nous fait part d'une réflexion profonde sur son identité et ses origines. C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Et pour cet épisode un peu particulier, je suis accueilli à Villeneuve d'Ascq chez Rachid. Je suis conteur et comédien, donc je passe ma vie à essayer de transmettre des histoires. Je pense que c'est ma principale activité en fait. Pour commencer, j'aimerais revenir en arrière, ton enfance. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as vécu dans ton enfance, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi? Bien sûr. Alors moi je suis né à Roubaix, dans les bas-fonds de Roubaix. Bon, faut voir à l'époque, moi je suis né en 69, à l'époque à Roubaix, les logements n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui, hein. Donc on vivait dans une précarité, dans des logements vraiment insalubres. Et comme il y avait eu la grande vague d'immigration des années 70 et qui ont vraiment occupé Roubaix, du coup, il y avait énormément de familles, il fallait les reloger. Et ils ont, pour désengorger Roubaix, construit des cités familiales à M, qui est une petite ville juste à côté de Roubaix. Et c'est comme ça que mes parents sont passés de cette espèce de logement complètement insalubre à une cité avec des maisons, 4 chambres, un jardin. Bon, pour mes parents, c'était le paradis, quoi. Et c'est là que j'ai grandi, à M, dans le quartier de la Liondrie. Là, je suis arrivé à l'âge de 4 ans, je pense, 4-5 ans, hein, dans les années 73-74. Et j'ai grandi là. J'ai fait ma scolarité là. Euh, j'ai connu le théâtre là aussi. On a eu la chance d'avoir les grands mouvements de l'éducation populaire, des animateurs socioculturels qui venaient nous faire des ateliers théâtre. Et c'est comme ça que j'ai pris le train pour devenir comédien. Et là, je suis là devant vous à en parler. Combien d'années tu as vécu dans cette cité de la Liandrie? Combien d'années? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, j'ai grandi là, j'ai fait toute ma scolarité, collège, un peu de lycée, et puis quand j'ai commencé à vouloir devenir professionnel dans le théâtre, en fait, j'ai quitté les parents pour aller à Paris faire une école, et quand je suis revenu, j'en ai profité pour prendre un appartement, donc j'ai quitté à 24 ans, je pense. Là où tout a commencé, la cité de la Liandrie n'existe plus. Non, elle n'existe plus. Il reste quelques maisons parce qu'ils n'arrivent pas à loger les familles restantes. Mais non, tout est rasé. La maison où je vivais, elle est rasée, là, ça y est, c'est fini. Donc j'imagine que c'est un lieu de vie qui reste encore en ta mémoire. Quels souvenirs forts te reviennent quand tu penses à ce lieu disparu? Ah, le souvenir fort, c'est une ambiance, en fait. C'est une ambiance parce que ce quartier était en cercle, donc c'est 64 logements de briques rouges, petites maisons collées les unes aux autres. Et parce que souvent, quand on dit cité, on pense à grande barre d'immeubles, mais en fait, c'était pas des immeubles, c'était des maisons. D'où, je veux dire, nos parents étaient heureux, étaient contents, parce que maison avec jardin, à l'époque, c'était très rare. En fait, le souvenir que j'ai très fort, c'est vraiment une ambiance,
parce que 64 maisons avec en moyenne 3-4 enfants, imaginez combien d'enfants ça faisait. Et la cité était toujours animée, il y avait toujours des gamins dehors à jouer. Alors c'était les jeux de l'époque, je veux dire, je veux pas faire le vieux combattant, mais à l'époque, comme on n'avait ni internet, ni téléphone portable, ni rien du tout, on était tout le temps dehors à jouer, tantôt au ballon, tantôt avec les filles, à l'élastique, à la balle, à je sais pas, à ce que vous voulez, mais du coup ça faisait vraiment une ambiance très 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 joyeuse. On était dans l'insouciance et on était tous rattachés au centre social qui qui nous permettait de faire des sorties avec les animateurs, de faire des grands jeux, des pique-niques. Et c'est ça que je garde vraiment. Est-ce que tu t'es servi de ton histoire, de cette base-là, pour aller vers le théâtre et la mise en scène, pour raconter ton histoire? En fait, c'est très simple. J'ai commencé à être comédien à l'âge de 18 ans, prétendant vouloir devenir professionnel. Alors je me suis formé, je suis allé à Paris, j'ai fait une école qui s'appelle Jacques Lecoq, et on avait de la chance parce que c'était vraiment un grand maître de théâtre, Jacques Lecoq. Et il nous a ouvert un peu aussi le regard sur les choses pour nous donner les capacités de créer. Euh, en fait, quand je suis sorti de l'école Jacques Lecoq, il m'avait donné assez d'outils pour comprendre que on avait des histoires, on avait des choses à dire. Moi, ça me plaît de monter j'ai joué dans Le Bourgeois Gentilhomme, au Théâtre du Nord, on a fait des grandes tournées avec. J'ai joué autant dans des classiques que dans des spectacles d'auteurs contemporains. Mais, dans un coin de ma tête, je me disais, j'aimerais bien voir sur scène une partie de nous-mêmes, mais brute, pas par métaphore, non, non, de voir sur scène les personnages que j'ai côtoyés dans mon enfance, l'assistante sociale avec sa 2 chevaux qui courait partout, aller conduire nos mamans, parce que d'un coup il y en a une qui a dit le matin, oh on va aller chez le coiffeur, et puis hop tous elles allaient dans la 2 chevaux de Madame Danielle Dudek, je me souviens, et puis elles arpentaient les rues comme ça pour aller chez le coiffeur, c'était leur grande sortie. Le voisin d'en face, le facteur qui venait péniblement livrer parce qu'il était en fin de carrière, le pauvre, et comme on est dans le nord de la France et qu'il fait très froid, quand il arrivait chez nous, il était un peu, comme on dit, pompette, parce que dans le quartier, tout le monde lui fait verser un coup de pinard pour qu'il se réchauffe, mais c'était épique, c'était des personnages hauts en couleur, et je me disais, j'aimerais tellement voir ça sur scène. Donc j'ai écrit mon premier spectacle, c'était en 2005, qui s'appelle Cité Babel, où je raconte, où le personnage principal, c'est le quartier, avec toutes les familles, les différentes cultures, les chocs des cultures justement, et aussi les fossés qui se creusent petit à petit entre nos parents et nous, parce que nous, voilà, on a grandi en France, dans l'école française, avec une éducation française, et nos parents qui gardent eux toujours des réflexes de gens qui vivaient dans des villages en Algérie, et qui fait que comme on a grandi avec nos parents. Et ce qui est comique, c'est que quelquefois, on comprenait pas le décalage, et ça c'est encore un autre chapitre, mais lors de mon premier voyage avec mes parents en Algérie, qui a été un voyage vraiment initiatique, je devais avoir 8 ans, et j'ai compris enfin les choses du quotidien. Pourquoi mon père avait des réflexes de prendre la baignoire pour une étagère, par exemple. Mais j'ai compris l'endroit où il a vécu, comment il vivait, et pourquoi. Alors quand je dis une baignoire pour une étagère, c'est que en Algérie, il n'en avait pas l'utilité. Je voyais comment, dans la campagne, ils fabriquaient une douche très vite avec l'eau du puits, et puis tout était très simple. Et donc, on a été souvent en conflit avec mon père en disant, papa, pourquoi tu ranges tes trucs dans la baignoire? C'est une baignoire. Mais moi ça me fait rire. Enfin, c'est drôle parce que c'est aussi le mouvement et l'évolution. Je dis toujours, ma mère arrive des montagnes de Djurdjura. Elle m'a toujours dit, Rachid, quand j'avais 12 ans, je pensais qu'on était seul au monde. Mais je dis, qu'est-ce que tu racontes, maman? Elle me dit, il y avait nous, le petit village, perché là-haut. Il y en avait qui vivaient pas avec nous, ils étaient un petit peu plus loin, et c'est tout. Et écoute bien ce que je vais te dire. Elle me dit,
un jour, on a vu arriver les Arabes. Je dis, mais maman, qu'est-ce que tu... Mais c'est pas possible. Je pensais qu'elle allait dire les Français. Je me dis, bon, bah, peut-être que les Français n'ont pas été jusque-là parce que, on sait, les Kabyles retirés là-haut dans les montagnes, on sait pas trop si... Mais les Arabes... Elle me dit, je te jure, j'avais jamais entendu parler les Arabes. Mais parce que à 12 ans, elle était jamais allée en ville, ils étaient retirés là-bas, ils avaient tout sur place. Et je dis, mais quand je vois, que je considère ce que ma mère me raconte, et qu'on descend 3 générations après, je pense à ma nièce ou à mon neveu, qui est donc né en France et qui est ingénieur en aéronautique, je me dis, mais c'est génial, c'est ça. Oh, si on veut parler d'identité, c'est ça. On va y arriver à ça. Mais on va parcourir ton ça fait chemin, partie de l'histoire. mais c'est drôle tout ça. En fait, l'étranger, même l'arabe, était considéré comme étranger pour elle, pour ta mère, ce qui est normal. Bien sûr. Ouais. Oui, parce qu'il y a des... Bon, moi je connais pas, je suis moins bien placé pour parler vraiment en détail de l'Algérie parce que j'y vis pas, mais à l'époque, il y avait encore je crois qu'il y en a de moins en moins, mais moi je me souviens à 8 ans, quand je suis allé en Algérie, il y avait encore les maisons traditionnelles berbères façonnées par l'homme, des grosses espèces pierres. de maisons, oui, soit grosses pierres ou soit même en terre. En terre aussi. Tout arrondi, tout ça. Et je veux bien croire que à 12 ans, étant une fille, bon voilà, elle a grandi dans un village complètement retiré. Moi, j'ai voyagé aussi. J'ai vu dans pleine montagne, dans la cordillère des Andes, des jeunes Espagnols, enfin des jeunes Boliviens. Je leur parlais de leur langue. Et je leur disais, mais c'est quoi ta langue? Et il disait le madrilène. Mais je dis, mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Bah, il me dit non. Le jeune gars, c'était deux, trois jeunes gars qui étaient là. Je devais avoir pareil que ma mère, 10, 12 ans à l'époque. Et je dis, mais ça vient d'un pays qui s'appelle l'Espagne. Est-ce que tu sais où c'est l'Espagne? Ils m'ont regardé avec des grands yeux. Ils sont retirés dans les montagnes en Cordillère des Andes. Ils savent pas. Il y a des gens comme ça qui vivent à l'écart du monde. Oui. C'est fou, c'est fou. Alors, moi, je vais revenir sur ta pièce. Donc, dans ta pièce, on n'a pas pris le temps de se dire au revoir. Tu parles de la cité de transit. C'est là où tu as grandi et c'est toute ton enfance. C'est même quasiment toute ton adolescence et ton début de vie d'adulte. Et c'est pas rien. Et dès le départ, dans cette pièce, tu parles de la destruction de la cité et en même temps, tu parles de la disparition de ton père. Et ces deux événements, c'est un peu comme comme si on voulait ensevelir un passé et en même temps le raviver. Et quel a été pour toi le déclencheur pour écrire cette pièce? Est-ce que c'est la destruction de la cité? Est-ce que c'est le souvenir, le rappel de ton père, le souvenir de ton père, ou un besoin, tout simplement, d'un besoin d'un retour aux sources? Ça a été une espèce de sensation de grand vide, de table rase, vraiment de quelque chose qui est en train de se désagréger, et une conscience que j'ai prise, je pense, de me dire, oula, attention, maman, elle est déjà décédée depuis plus de 10 ans, papa, il vient de partir, les deux, c'était les garants d'un pan de notre mémoire, parce que c'était eux qui nous racontaient dans le détail certaines choses en Algérie, comment ils vivaient, qui nous parlaient de gens aussi, qui existent encore, et sans eux, je suis incapable de les nommer, incapable de savoir où ils vivent, alors que c'est ma famille, mes cousins. Et donc, mon père décède, et coïncidence, il rase la cité de mon enfance. Donc, ça touche une deuxième génération, mes enfants. En voyant le quartier se détruire, je me disais, bon, non seulement mon père n'est plus là pour témoigner de tout ce qui se passait en Algérie, mais en plus, moi, je ne pourrais même plus dire à mes enfants, voilà, c'est là qu'on a grandi avec les grands-parents, c'est là qu'on jouait, c'est là que... donc cette espèce de vertige a été le déclencheur de... Je me dis, raconter, c'est encore faire exister. Donc comme on est... Bon, moi j'ai les 2 pieds sur scène, le travail
de collecte, de raviver la mémoire, d'essayer d'écrire autour de tout ça, fait qu'on en parle avec les enfants. Il se trouve que mon fils est aussi photographe, il vient de terminer, il est en train de terminer ses études, et son travail de fin d'année, c'était justement sur la transmission du grand-père, etc. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut faire, c'est important. Là, pour moi, c'est essentiel. Aujourd'hui, alors demain, peut-être que je serai sur un autre spectacle, une autre thématique, mais là, c'est encore brûlant pour moi. Mon père est décédé à peine 2 ans. Là, le quartier, il est en phase terminale de destruction. Donc, à un moment donné, il n'y aura plus rien. Non seulement il n'y aura plus rien, mais ils vont reconstruire derrière, et on ne pourra même plus reconnaître les traces de là où on a grandi. Effectivement. Et ça, je peux te le confirmer de ma propre expérience. La cité de transit Gutenberg à Nanterre, il n'y a plus de traces. C'est ça. Il y a une autoroute qui passe maintenant. C'est ça. Donc, c'est important de la transmission. Et justement, pour reconstruire ton puzzle familial et ton propre puzzle, tu as puisé dans ta mémoire, dans les souvenirs de tes parents. Est-ce que pour toi, le puzzle est complet? Non, il sera toujours incomplet. Je dis toujours, nous, on a une part qui est dark. Le comment on va se couper en deux, hein, on va être complètement. Tout mon côté algérien, je ne le connais pas. Je le connais à travers les yeux de mes parents. Je le connais à travers la nourriture. Euh, c'est pas cliché que de dire ça, mais instinctivement, je sais faire le couscous. J'ai tellement vu ma mère le faire que j'ai même pas demandé la recette ou des détails. Puis je l'entendais dire, ouais, tu mets la main au-dessus de la couscoussière, si la vapeur elle passe, c'est que c'est cuit. Il n'y a pas de temps, c'est pas 20 minutes, c'est pas 10 minutes, c'est voilà. Et on fait exactement pareil qu'elle, on met exactement les mêmes épices. Et donc il y a quelque chose qui se fait vraiment automatiquement. Mais déjà, ma famille en Algérie, je ne la connais pas. J'y suis pas retourné. Il y a eu une décennie terrible en Algérie qui a fait que plus personne de notre famille, quand je dis notre famille, c'est pas moi, mes enfants et mon épouse, non, c'est ma famille, mes frères et sœurs et mes parents. Ils sont plus du tout retournés. On a essayé d'extirper ma sœur, ma grande sœur d'Algérie, pour être sûr qu'elle se fasse pas zigouiller là-bas. Et du coup, on a réussi à la faire venir ici. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est cristallisé en fait avec l'Algérie. J'ai une grande passion pour l'Algérie parce que ça fait vraiment partie de moi. C'est vraiment un pays d'émotion. C'est un pays haut en couleur. C'est un pays d'une intelligence extraordinaire parce que d'une jeunesse aussi extraordinaire. Mais à mon grand désespoir et à ma grande frustration que je ne connais pas de par ma situation. Voilà, né en France, bon, ici, comme on a tout, on a tout. On a tout pour grandir, on a les infrastructures, mais je suis toujours, c'est mes enfants maintenant qui me poussent. Papa, l'Algérie, pourquoi on connaît pas? Voilà, voilà, c'est comme si j'osais pas ouvrir le coffre, mais il y a un moment donné, il va falloir. Il y a donc des pièces manquantes dans ton puzzle. Tout à fait. Qui sont en fait qui résonnent bien avec les silences de ton père qui perd la mémoire, avec la cité qui a disparu et désormais enfuie. Bon, mais l'essentiel est là. Tous les ingrédients pour raconter une belle histoire. Et ça met en avant l'importance de la transmission que tu as évoquée. Transmettre l'histoire, la mémoire à ses enfants. Et à ce propos, dans ta pièce, tu évoques la langue maternelle de tes parents, le kabyle, le tamazight. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment cette transmission s'est faite dans la famille? Avec les parents. C'est simple. Les parents nous parlaient kabyle, ils parlent le tamazight. Mais, comme beaucoup de parents qui viennent d'une autre culture, je ne veux pas dire de l'étranger, parce que quand ils sont arrivés, ils changeaient de département, en fait, comme l'Algérie était française, c'était en 59. Ils ont eu un réflexe, c'est de se dire, ouh là 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 là, bon, mes parents n'ont pas lu Dolto, hein, donc ils ont un réflexe de se dire, ouh là là, s'ils parlent plusieurs langues, ça va les embrouiller dans leur tête, donc il faut
Alors dans le spectacle, je fais une blague, mais c'est parce que ma mère, elle déformait le français. Elle disait, il faut que tu parles le français mieux que ton copain d'Afarik. Et je disais, ouais, maman, mais c'est Frédéric, en fait. Et c'est ça, c'était leur lubie, vraiment. Il fallait que on soit... ils ont souffert, ils ont travaillé pour qu'on ait une place autant que les bons petits Français de France. Et donc, il fallait surtout pas que la langue soit une barrière. Donc ils nous parlaient le kabyle, mais ils nous ont jamais poussé à ce qu'on leur réponde en kabyle. Qui fait qu'il y a comme une pudeur qui est installée. Alors je le comprends, alors pas dans ses finesses, mais quand même tout le quotidien. Aouida Rom, Aouida Kfouey, donne-moi du pain, donne-moi du lait, passe-moi le sucre. Bon, ça on comprend. Un peu plus encore, mais bon. Voilà, si je commence à écouter peut-être quelque chose de plus littéraire ou plus, je vais être très vite perdu. Une chanson d'Idir, par exemple. Chanson d'Idir, il y a par fragments Mhm. de phrases. Je dis ça j'ai compris. D'accord. Je vois globalement de quoi on parle, Mhm. mais dans les finesses, ça se perd quoi, ça se perd. Cette langue, elle porte l'histoire de ta famille. Bien Et sûr. comme dans toutes les langues, la langue est une richesse. Et quelle place, tu as évoqué quelques phrases, quelques notions de kabyle. Et quelle place elle occupe cette langue dans ton quotidien aujourd'hui, toi personnellement, avec tes enfants? Écoute, malheureusement, elle se réduit à peau de chagrin, de par mes urgences de vie. C'est-à-dire que si encore j'avais à la maison, comme mes parents, des gens qui me côtoient et qui parlent la langue, qui me parlent en kabyle, bah, ça s'entretient. Alors, il faudrait que je puisse vraiment me reconnecter, parce que c'est toujours, ça ravive une partie de moi qui est pour moi très importante, et pour mes enfants, de ne pas oublier d'où ils viennent. Oui, ils viennent d'ici, mais d'où ils viennent au niveau de leurs ancêtres, de ne pas oublier ce pan-là de leur personnalité. Il faudrait vraiment que je puisse continuer à écouter de la musique. Alors, la musique, on écoute. Bah, tu parles de la place, la musique kabyle, on écoute. Mais plus encore, de regarder des films, de parler avec des gens qui parlent facilement le kabyle, le berbère. Il faudrait Oui, vraiment. la transmission de l'héritage, c'est comme un relais, hein. Donc, Tout à fait. tes parents t'ont passé le relais et c'est à toi de passer le relais à tes enfants. Mais effectivement, la transmission d'un héritage culturel, comme tu dis, elle se réduit à peau de chagrin. Il y en a d'autres qui viennent prendre le relais, comme la culture française ou d'autres. Et c'est lié aussi à la relation que j'ai avec l'Algérie. C'est Oui. comme je n'y vais plus, je ne suis pas allé depuis l'âge de... La dernière fois que je suis allé en Algérie, j'avais 8 ans ou 10 ans. D'accord. Et j'en ai 55 maintenant. Et donc le fait est que ne pas aller en Algérie, c'est aussi se couper de la langue et du reste. Donc aujourd'hui, tu dis que ta langue maternelle, c'est le français. Bah, C'est ce que tu dis. c'est vrai. Et c'est pas le berbère. Ben non. Et à la limite, pour toi, le berbère, c'est une langue étrangère. Et une langue cloîtrée entre quatre murs. Et tu dis, dans ton spectacle, tu es berbère à la maison et tu es français dehors. Mais oui. Ça faisait partie de ma crise d'identité, parce qu'on fait souvent une crise à l'adolescence. Bon, moi, elle était fort portée sur l'identité, parce que je disais à mon père, bon, attends, c'est quoi le délire? Je suis kabyle à la maison, je suis français au lycée, je suis arabe pour les Français. Les gens me disent, oh, toi, t'es un arabe, sans faire de différence. Je veux dire, c'est pas à mettre des hiérarchies dans les... Mais la langue arabe n'est pas la langue berbère. Donc moi, dans ma tête de gamin de 14 ans, je dis, moi attends, mais non, l'arabe je le comprends pas. Je comprends ma mère qui parle le kabyle, mais pas l'arabe. Donc kabyle à la maison, français au lycée, arabe pour les Français quand on est dehors. Et français pour les Algériens d'Algérie. Parce que je me souviens, quand j'étais gamin, ils disaient « Ah, les immigrés français, vous êtes français, vous ». Mais quelque part, ils avaient raison. C'est comme, on est éduqués comme des Français. Donc, c'est le point névralgique, il était là à l'époque. Alors moi, j'ai réussi à régler ce problème d'identité quand j'ai compris que ça tenait à une conjonction de coordination.
C'est-à-dire que je ne suis pas ça ou ça, je suis ça et ça. On va y revenir. Oui. On va y revenir à cette particularité. Bien sûr, bien sûr. Cette particularité. Je voudrais juste faire un passage sur le contexte social et le fait que tu sois un étranger, que ce soit en France ou en Algérie, peu importe, mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est en France. Et tu racontes dans ta pièce une anecdote d'un voisin, il me semble, alors tu me corrigeras si je me trompe, qui t'interpellait, toi et tes amis, d'arabe, avec un P à la fin. Est-ce que pour toi, c'est une anecdote qui est drôle ou est-ce que c'est un marqueur quand même de différenciation? C'est une anecdote qui est drôle du haut de mes 55 ans. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un œil tendre sur même les gens qui étaient racistes à l'époque. En plus, ma mère, elle nous a aidés là-dessus. Elle disait toujours, faut aimer tout le monde, même celui qui est raciste. Un jour ou l'autre, il va se réveiller, il va comprendre. C'est tellement des paroles simples, mais d'une intelligence du cœur qui est extraordinaire. Et je pense que j'ai hérité de ça, c'est-à-dire que de mes 55 ans aujourd'hui, bah, il disait, ouais, alors avec le patois du Nord, il disait, je suis un Français de souche, parce que vous, les Arabes, les Arabes de Yor, c'est des mots qui sont violents. Quand on est gamin, bon, on est, on le prend aussi avec, parce on est entre copains. On dit ouais, c'est un raciste et puis on se défend un peu, mais on n'a pas le poids du, on prend pas l'ampleur de l'insulte. Après, c'est sûr que, bon voilà, moi je dis ça, j'ai du recul, je suis comédien, donc tous les personnages m'intéressent et j'ai beaucoup de distance avec ça. Mais le racisme au quotidien, c'est quelque chose de terrible parce que quand est-ce que les gens se font une place? On va devoir justifier jusque quoi? Je veux dire, jusqu'à à combien de générations on va remonter pour dire, ben non, on a grandi ici. Moi, ma réalité, elle est ici. J'ai ouvert les yeux, j'étais à Roubaix. Donc à partir du moment, si on étudie les espèces de plantes, animalières, tout ce que vous voulez, on est dans un territoire, ben, on transpire ce territoire-là parce qu'on n'a connu que ça. Et que notre réalité primaire, c'est l'endroit où on a grandi. Donc aller essayer de nous mettre en tête qu'on est des étrangers, bah, il y a un bug dans notre cerveau. On se dit, bah, étranger de qui, de quoi? Si, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. Mon père disait ça, on n'est pas chez nous. Et là, il y a une distance entre mon père et moi, et on pourrait y revenir. Et moi, je réponds, mais si on n'est pas chez nous, on est chez qui? C'est ça. Mais ça, c'est la perception des personnes extérieures. Donc, bien sûr, la perception des personnes extérieures qui te voient comme étranger. Toi, et après, il y a ta perception en interne. C'est ça. Ça te permet de dire que moi, je suis français, je me sens pleinement français, ou je me sens pleinement algérien, berbère, ou je me sens pleinement, comme tu le dis dans ton spectacle, les deux. C'est ça. Et avant d'arriver à cette conclusion pour toi de dire j'ai une double appartenance, tu t'es interrogé quand même sur tes origines. D'ailleurs, tu mets en scène dans ton spectacle des échanges avec tes parents. Et justement, je reviens sur deux termes, deux phrases que j'ai relevées dans ton spectacle. Et tu dis, il y en a un c'est ta maman qui discute avec toi. Plutôt, toi, tu interroges ta maman et tu lui dis, maman, il ressemblait à quoi nos ancêtres, les Gaulois, à moi? Et ton père qui te dit, et à ton père, tu dis, papa, c'est quoi les événements d'Algérie? Donc, il y a double question. Il y a une question sur mes origines françaises, ou en tout cas de ce que je pense être les origines françaises, parce qu'on me parle de Gaulois, et en même temps, le besoin de connaître les origines, mais dans le pays d'origine. Tout à fait. En fait, quand je dis maman, c'était à quoi ils ressemblaient mes Gaulois? Parce que Les ancêtres. en fait, à l'école, on dit oui, nos ancêtres les Gaulois, comme si c'était une phrase, c'est évident. Quand tu ouvres un livre d'images et que tu vois la tête des Gaulois, tu dis bon, moi mes parents, moi je ressemble pas à ça physiquement. Mais je me dis bon, derrière les Gaulois, il y a les ancêtres. C'est comme si la phrase s'arrêtait venant des professeurs à l'école, vos ancêtres. Vos ancêtres à l'époque, vos ancêtres à l'époque. Et bon, bah, moi je ne suis pas dupe, je sais qu'à cet âge-là, je savais que mes parents venaient d'Algérie. Mais je me dis, bah, à quoi ils ressemblaient ceux dont on fait tout le temps une référence,
puisque les Gaulois ne sont pas nos ancêtres à nous, mais on ne parle jamais de nos ancêtres à nous. Donc la première question à ma mère, c'est cette histoire de nos ancêtres les Gaulois, les nôtres, des Gaulois, à quoi ils ressemblaient attendant qu'elle me dise, tu sais, t'es un berbère, avant on vivait en tribu, et il y avait les Schleur, et les Tamazirt, bref. Cette première question, c'est une première une première interrogation sur les origines. C'est là où je commence à me dire, bon, ok, je suis pas dupe. Je ressemble pas forcément à mon copain Frédéric, donc mes parents, comme ils sont d'Algérie, on a aussi une histoire avec nos ancêtres. Mais quelle est cette histoire? Et c'est là où, tout à l'heure, tu m'as demandé, c'était quoi le moteur pour écrire ce spectacle. La troisième pierre qui est vraiment fondamentale, c'est ce récit manquant. Il y a un récit manquant. On ne nous raconte pas notre histoire. On ne veut pas savoir. Alors, tu es français, bon, puisque tu revendiques d'être français, tu te tais. Il n'y a pas besoin d'aller creuser ailleurs. L'unité nationale, sauf qu'on ne fait pas partie du récit national. En France, il y a un récit national dont on est exclu. Je suis désolé, il y a une époque, donc je viens à la deuxième question que tu me poses. Je parle à mon père et je dis, c'est quoi les événements d'Algérie? Ben oui, parce que de fil en aiguille, je suis en cours au collège et le prof termine son cours sur la guerre 14-18 en disant, en faisant allusion aux poilus, ou la guerre 39-45, heureusement que vos ancêtres ont été courageux, sinon, au jour d'aujourd'hui, nous serions tous allemands. Bon, moi je dis dans le spectacle, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu mes camarades être fiers, pour ne pas dire mes camarades français de souche être fiers. Mais moi je me sentais pas concerné, je connais même pas mes grands-parents, alors mes aïeux, imaginez, j'en sais rien moi de ce qu'ils faisaient. Mais quand même, j'ai quitté le cours en posant la question, et au fait, comme ils ressemblaient à quoi mes ancêtres les Gaulois à moi? Mes aïeux, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là? Pendant que les valeureux Français combattaient contre la dictature de Hitler, de ceci. Qu'est-ce qu'ils faisaient, mes grands-parents? Je rentre à la maison, je demande à mon père. Et là, mon père me dit, très simplement, alors qu'on ne l'a jamais abordé, « Ah, ton arrière-grand-père, il a fait la guerre 14-18 avec la France, puisque l'Algérie était française. Et ton grand-père, la guerre 39-45. Mais papa, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? C'est rien, c'est pas important. Si, c'est important, mais bien sûr que c'est important. » Et je dis au public à ce moment-là, j'aurais bien aimé le savoir, moi. Très simplement et détaché, ça fait partie de notre histoire quand même. Mais parce qu'on ne les interroge pas. Moi, j'ai la même relation avec mon père. Moi, si je n'interroge pas mon père ne me dit rien. Il dit rien. Mais on laisse au passé ce qui appartient au passé. Tout à fait. Mais c'est pas volontaire. C'est juste que tu me poses pas la question. Je t'en fais pas part. Ah, j'irai plus loin. Je pense que c'est comme ça. J'irai plus loin. Mon père me dit, c'est pas important. On leur a mis dans le crâne qui sont pas importants, qui sont moins que rien. Je dis, mes parents, en métaphore, je regarde mes parents quand je viens d'ouvrir une métaphore en disant, il y a un fossé qui vient de se creuser entre mes parents et moi. Il y avait désormais deux terres pour une même famille. Parce que j'ai dit à mes parents dans le spectacle, alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais il y a quand même une grande vérité là-dedans. J'ai dit à mes parents, ouais, on n'est pas chez nous, je vous préviens, si Le Pen prend le pouvoir, à l'époque c'était Jean-Marie, il va vous renvoyer là-bas, chez vous, au bled. Et je dis, ça y est, il y avait désormais un chez nous et un chez vous. Il y avait deux terres pour une même famille. C'est métaphorique, mais dans cette métaphore où les parents sont jamais considérés comme chez eux, ils disent toujours, chut, on n'est pas chez nous, taisez-vous, faut pas parler trop fort. Il y a un moment donné, ça crée quelque chose, ça crée une tension entre nos parents et nous, et pire encore, ça crée une tension entre les enfants d'immigrés et la société française. Justement, à propos de ton père, tu disais, on n'est pas chez nous ici. Toi, dans la pièce, tu répliques et tu dis, mais merde, si on n'est pas chez nous, on est chez qui? Bah oui. Est-ce que tu as trouvé la réponse? Ben bien sûr. Mais en fait, la réponse est dans la question. Attends, papa,
Bien sûr que je suis chez moi ici, pourquoi tu dis on n'est pas chez nous? Arrête de dire ça. Dans un premier spectacle, je disais à mon père, il disait, oh tu sais, on va pas rester, on va pas rester. Je dis, papa, ça fait 48 ans que tu dis ça, c'est bon, tu peux poser ta valise, t'es chez toi maintenant. Je lui disais, t'es chez toi, parce que j'étais pas dupe, je savais très bien que plus jamais il allait retourner s'installer en Algérie. Mais eux, et c'est normal, ils ont la nostalgie et le souvenir d'un pays qu'ils ont quitté à 25 ans, je ne sais pas, ils étaient jeunes, mais c'était toutes leurs années de tendresse, de rigolade au bord de la rivière en Algérie, avec même si la vie était rude comme ils le racontaient, mais toujours dans l'idée de repartir un jour, le grand mythe du retour. Bah, ils répétaient toutes ces années-là, on n'est pas chez nous, tu sais, on va pas rester, on va pas rester. Et j'essayais de leur permettre de dire, papa, on va pas se mentir, c'est bon, t'es chez toi maintenant. C'est bon, même pour les gens aux alentours, même si on te renvoie l'idée que t'es un immigré, que ceci, cela, ta vie est française. D'ailleurs, quand tu pars en Algérie, tu reviens 3 semaines après parce que tu dis toujours, ah, maintenant j'ai la mentalité française, j'ai du mal à vivre là-bas parce que... Et moi, en disant à mon père, si on n'est pas chez nous, on est chez qui? C'est juste de rappeler avec colère, avec force, avec persuasion qu'on est chez nous. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va quand il arrive des choses terribles, genre des attentats ou des, on veut on veut absolument qu'il y ait une double peine. On veut renvoyer le gars qui a fait l'attentat chez lui. C'est d'actualité, hein. Là, il y en a un. Dans son pays d'origine. Ouais. Là, en ce moment, il y a un incident diplomatique avec l'Algérie. Il y en a un youtubeur qui, bon, D'ailleurs, qui est revenu. bah, c'est pas ça, c'est qu'il y a un moment donné, bon, il se trouve qu'il a la double nationalité, il me semble, et la double culture. Alors, la double nationalité, je m'avance un peu. Détail, Mais je sais qu'il a la double culture. Bah, je peux comprendre que l'Algérie se dise, bah, attends, c'est quoi ce délire? Alors, nous, on est une poubelle, quoi. On nous renvoie ceux qui n'ont pas réussi à éduquer, on nous les renvoie chez nous. Mais moi, par exemple, si admettons, moi, je suis très sage, hein, attention, hein, je fais partie de la culture, je veux dire. Mais imaginons, puisqu'on a de l'imagination, que je commets un acte, mais je comprendrais que en voulant m'envoyer en Algérie, les Algériens disent on veut pas de lui. Attends, c'est vous qui l'avez éduqué, il a fait toute sa scolarité. La faute revient peut-être justement à la société de par son entièreté de produire des terroristes, posons-nous les questions plutôt que d'essayer d'avoir un jugement à l'emporte-pièce et puis surtout de blesser des pays. C'est comme souvent on dit oui mais toi t'es maghrébin, je dis mais laissez le Maghreb tranquille, ils ne savent même pas que j'existe, donc arrêtez de renvoyer aux gens une espèce d'identité à l'emporte-pièce comme ça sans savoir qui ils sont, comment ils sont éduqués, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, parce que peut-être que j'ai en tout cas dans le discours et dans je suis peut-être encore plus chauvin ou en tant que Français que un Français de souche lui-même qui pourrait dire ah la France, de toute façon la France. Donc laissons le Maghreb tranquille et avec toutes ces pans de littérature, de culture, dont on soupçonnerait même pas parce qu'on ne s'en occupe pas, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre un Français de souche, de parents français, je pense que tu es également un Français de souche, juste qu'il y a une souche étrangère, mais tu as le même vécu qu'une personne qui a la même génération que toi. Bien entendu. C'est le même vécu, et tu es Français autant que lui. Bien entendu. Donc, il n'y a pas de différence. Est-ce que tu te rends compte, Duhamel, que on est en 2024 et on a encore cette conversation? Mais tu vois, qui me fait dire, pour faire court, qui me fait dire que quand il y a une histoire de racisme qui arrive, mais je trouve ça tellement moyenâgeux. Je me dis, vous en êtes encore là à dire lui, l'étranger, mais lui, va. Mais branchez-vous sur l'évolution de l'espèce et de la société plutôt que être rétrograde au point de dire que lui, il est étranger, lui, il vient de où? Mais c'est quoi tes origines?
J'ai lu quelque part que toi, tes origines, toi, tu dis, c'est pas important de savoir de quelle origine je suis, même si c'est nécessaire de le savoir et de le dire, que j'ai des origines algériennes. En tout cas, je parle pour toi. Bien sûr. Ce qui est important, ce n'est pas de dire de quelle origine tu es, c'est qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je suis aujourd'hui, ben voilà, tu te présentes comme un Rachid Bouali français. Ah oui, 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 tout à Français, fait. mais également, je ne l'oublie pas. Ah, bien sûr. J'ai des origines N'oublierai algériennes. jamais, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, tu dis ne pas oublier dans ton spectacle, Ne c'est pas tomber important. dans Ne l'oubli. pas, voilà, effectivement, c'est exactement ça. Tout Ne à pas fait. tomber dans l'oubli. Bien Ne sûr. pas tomber dans l'oubli. Mais c'est tellement Oui. important. Je trouve qu'il y a comme un bagage, Mhm. comme un sac à dos qu'on prendrait, qui est l'héritage de la fierté, de comment on dit, de pouvoir avoir les pieds bien ancrés sur terre. Quelquefois, on manque de confiance en soi. Mais c'est tellement important de connaître et de dire, même si on n'a pas connu ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, mais de dire, je viens de quelque part. Et avant moi, il y a eu des gens et qui se sont ou battus ou qui ont fait que je suis là aujourd'hui et que je suis là où j'en suis. Alors, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans une bonne situation ou non, mais en tout cas, on fait partie d'une lignée, on fait partie d'une famille. On n'est pas seul, on n'est pas un électron libre. On est libre, certes, mais on n'est pas isolé. C'est ça que je veux dire. Et ça renforce le sentiment d'appartenance, sans dire, sans s'enfermer dans du communautarisme. Mais le sentiment d'appartenance fait que, voilà, on est source en tout cas d'une lignée et de quelque chose qui est incommensurable, infini en fait. Moi, j'aime bien, c'est à la fin de ton spectacle, tu finis et tu dis je suis ni l'un ni l'autre, je suis les deux. Qu'est-ce que ça change dans ta manière de voir le monde, de dire que je suis les deux? Ce que ça change, c'est vraiment de l'ordre de définir ou de l'infini. C'est-à-dire, si je définis, je suis ça, je ne suis que ça. Et en fait, on n'est pas que ça. Moi, je rappelle souvent aux jeunes adolescents, tout ça que je croise, adolescentes, que je croise dans les collèges, et je dis, mais tu es sportif, collégien, tu es aussi le frère de ta sœur, la sœur de ton frère, tu es le fils de tes parents, tu es d'une culture française, et puis on pourrait à l'infini, et s'enfermer que dans une chose, c'est s'amputer de tout le reste, et de ne voir que cette partie-là. Or, on l'a tous vécu, par exemple, quand on a eu un professeur assez rigide, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, pour une fête d'école où il vient avec sa famille, et d'un coup, on voit le côté du père de famille avec ses enfants, assez tendre, et on le regarde autrement. C'est cette capacité à pouvoir regarder les gens dans un spectre assez large, pour ne pas rester focalisé sur quelque chose qui pourrait être, si on veut revenir par exemple au racisme, dire ouais mais toi t'es qu'un arabe, et derrière le mot arabe c'est pas toute la civilisation arabe qui serait mais tout un honneur. Moi je serais fier de dire je suis arabe. C'est comme mon père il dit toi tu fais ce que tu veux, parce que je rentre à la maison en disant papa je veux plus être kabyle, parce qu'on m'a insulté à l'école, on m'a dit ah ouais j'avais mis du henné dans mes mains, on m'a dit t'as mis du caca dans tes mains, on m'a sali. Je dis je veux plus être kabyle, et mon père me répond toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je suis un kabyle. Et derrière cette phrase, il y a toute la civilisation berbère avec tout ce que ça peut comporter, l'écriture cunéiforme depuis la nuit des temps. Mais c'est tellement beau, tellement fort. Mais derrière l'insulte, t'es qu'un arabe. En fait, c'est comme si on disait,
toi, de toute façon, t'es un délinquant ou parce qu'ils ont cette image mentale-là. Donc, cette capacité à pouvoir se définir autrement que juste sur une chose, pour moi, c'est essentiel à la construction de l'identité qui est un mouvement et qui n'est pas une photo d'identité, un instantané. Aujourd'hui, je suis ça. Notre rencontre fera de moi une autre personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as parlé avec quelqu'un, tu t'es connecté avec quelque chose, tu as vu quelque chose, tu as été ému par quelque chose, et c'est pour ça aussi qu'on fait des spectacles. Et, il y aura un avant et un après dans chaque seconde, chaque rencontre. Tout à fait. On s'enrichit de nos rencontres, on s'enrichit de notre contexte social, on s'enrichit de... Oui, parce que le détail extérieur vient modifier son schéma de pensée. Donc, j'étais comme ça hier, et demain, je serai autrement, parce que je me suis réorganisé autour d'une idée. Et c'est souvent l'acte artistique, moi, c'est comme ça que je le défends et je le définis. C'est que je me dis, voilà, un acte artistique, on essaie de faire en sorte que le spectacle que tu vas voir, le roman que tu auras lu, le film que tu auras fait en sorte que tu pensais comme ça, et après, bah, tu es bien embêté, parce que tu n'arrives plus à penser exactement comme tu pensais, donc tu dois voilà, te réorganiser autour de cette nouvelle idée qui va faire de toi quelqu'un d'autre encore et d'avancer. On compose avec tout ça, c'est-à-dire que effectivement, on pense autrement ou on voit autrement les choses, mais on enrichit, on a accumulé toute cette richesse donc avec la transmission de nos parents, la langue, nos origines, comme tu parlais tout à l'heure, tu parlais du couscous, tout ça on le garde. Bien sûr. Et on le garde en nous. Et ça fait partie de notre identité. Et toi, est-ce que justement par rapport à ça, est-ce qu'il y a une partie de ton identité algérienne que tu transmets à tes enfants ? Le parti culturel, culinaire et musical, et oui, instinctivement. Instinctivement, on écoute de la musique kabyle, de la musique arabe. Instinctivement, on parle je sais pas moi, de l'échange avec l'Algérie, ou de temps en temps, je leur rappelle qu'il y a un cousin qui est passé par là, et puis qui, lui, vient de telle région d'Algérie, tout ça. Donc, pour ça, oui. Et j'y tiens. Même si ça peut prendre à mon grand désespoir, des côtés un peu folkloriques. C'est-à-dire que, ben, quand on va dire, on va essayer de définir pour sans blesser personne, mais quand un Français blanc de souche, comme certains se définissent, me dit ah mais t'es de quel coin en Algérie? Bon, je me sens très mal placé pour parler de l'Algérie parce que j'y vis pas, et je serais incapable de dire le mode de vie aujourd'hui. Comment, je sais pas moi, les jeunes, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, c'est qui les stars du moment. Je suis incapable parce que je suis pas connecté. Mais j'en garde quand même des traits fondamentaux. Mais est-ce que tu aimerais y aller en Algérie ? Pardon ? Est-ce que tu aimerais y aller en Algérie aujourd'hui ? Il faudrait qu'il y aille. Tes parents sont enterrés ici en France ou... Et ils sont enterrés en France. En France, donc ils sont enterrés en France parce qu'ils ont dit mes petits-enfants sont là, vous êtes là, si je vais me faire enterrer en Algérie, qui va venir me voir là-bas, sachant que nous, on n'y allait pas vraiment, quoi. Bon, c'est lié à l'histoire de nos parents, hein. Tous les Algériens qui vivent en France sont pas comme ça. Il y en a énormément, et pour dire les 3/4, continuent à garder une relation. Voilà, nous, il se trouve que mes parents ont coupé avec l'Algérie pendant plusieurs années, qui font que nous, il y a quelque chose qui s'est un peu éteint, et il y a presque comme une angoisse de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui fait qu'on ne va pas instinctivement là-bas. Comme toi, tu as questionné tes parents, tu as interrogé tes parents sur tes origines, mais est-ce que tes enfants font la même chose avec toi ? Est-ce qu'ils t'interrogent ? Est-ce qu'ils ont envie de partir en Algérie ? Est-ce qu'ils t'interrogent sur les origines ? Ah, tout à fait. Ils m'interrogent sur les origines, mais c'est surtout qu'ils ont envie. Ils me disent, bon papa, le dernier m'a dit, de toute façon, si tu vas pas, nous on ira. Je dis, oh c'est beau ça. C'est beau parce que il y a toujours ce réflexe, la flamme est toujours là. Hein. Donc ils sont en partie, ils ne sont pas que français, ils sont aussi les deux. Peut-être pas comme toi 50-50, mais ils ont une partie française, une partie algérienne. Tout à fait. D'accord. Avec leur vécu, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ton spectacle, tu intègres le parcours de tes parents.
tu intègres le parcours de tes parents dans ta quête d'appartenance, c'est-à-dire qui je suis. On se rend compte du chemin qu'ils ont parcouru. Partis de rien, les sacrifices qu'ils ont dû faire, et que ça a demandé pour arriver ici en France et donner et offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Bien sûr. Et quel regard tu portes sur tes parents? Quel regard portes-tu sur tes parents et quand tu repenses à tout ça? Je trouve que mes parents ont eu un courage extraordinaire. Je me défie chacun de partir et quitter sa famille pour aller à 10 000, enfin je sais pas, non, à 3 000 kilomètres dans un autre pays où c'est d'autres codes, d'autres façons de voir. J'ai vraiment énormément de... Je les remercie vraiment infiniment parce que tout le confort qu'on a aujourd'hui, ne serait-ce que cette maison par exemple, nous on a pu s'acheter une maison, jamais ils ont pu avoir assez d'argent pour être propriétaire, être chez eux, dire bon ben voilà maintenant on est installé. Et toute leur vie ça a été une vie de labeur pour qu'on puisse faire des études, pour qu'on puisse être accepté, pour qu'on puisse être fier de ce qu'on est. Et de parler d'un pas d'égalité avec son prochain. C'est une quête. Moi, je dis toujours, ma mère, qui a pas eu la chance d'aller à l'école, elle a poussé du coude, elle s'est battue pour qu'on puisse avoir une place dans la société française. Quand on sait d'où ils viennent, ils nous ont préservés. Quand je dis il y a un récit manquant, c'est pas seulement de la part de la France, c'est aussi de la part de nos parents qui ont préféré garder une image de l'Algérie comme une carte postale, par nostalgie, les figuiers, les oliviers, et qui était vrai, parce que moi je les ai vus, les figuiers, les oliviers, les montagnes de Djurdjura, la rivière. Donc nous on a gardé une espèce d'image comme ça d'Épinal. Et quand tu parles de puzzle, et que je te réponde que c'est un récit manquant, c'est que, en fait, en creusant, on s'est rendu compte quand même que dans leur jeunesse, ils ont vécu dans une Algérie occupée par la France, avec un code de l'indigénat que je ne connaissais pas. En fait, j'ai pris connaissance du code de l'indigénat quand j'ai écrit ce spectacle, à 55 ans. Mais je veux dire, c'est un truc de fou. Je raconte mon spectacle, je le joue devant 400 personnes dans un théâtre. À la fin, on fait ce qu'on appelle un bord de scène, donc discussion avec le public. Je dis, qui d'entre vous avait pris connaissance du code de l'indigénat? 4 personnes sur 400. Mais c'est quand même l'histoire de France. Le code de l'indigénat, les caïds installés dans les villages, les interdictions pour les indigènes, mais je veux dire, c'est un truc de fou. Alors, quand je vois ce que mes parents vivaient quand ils étaient jeunes, avec toutes les interdictions que j'ai décrites dans le spectacle, et bien d'autres encore, parce que je ne pouvais pas trop m'étaler, après ça devient un peu trop long, puis c'était pas pour faire un cours d'histoire, c'était juste pour qu'on se rende compte quand même de pourquoi ils ont toujours été discrets, ils ont toujours pas un mot plus haut que l'autre, toujours courber les chines. Nous, on voit ça, mais on ne comprend pas pourquoi. Et en écrivant le spectacle, je me rends compte, quand je dis d'où mon père est parti, c'est pas seulement une situation géographique, c'est dans quel contexte il vivait à l'époque pour arriver... Alors tu m'étonnes que mon père rêvait de liberté, qu'arriver ici, tu fais ce que tu veux, personne qui va te regarder. Mis à part le racisme des années 70, où on dit les Arabes, ils viennent pour prendre notre travail. D'abord ils changeaient de département, donc faut se poser quand même la question de savoir pourquoi les Algériens ils viennent en France. Hein. Je suis désolé, mais c'est pour ça aussi que j'ai parlé de la colonisation de 1830 quand les soldats arrivent... en Algérie pour coloniser. Mais tout ça c'est lié. On a l'impression qu'on part dans tous les sens, mais c'est lié. Moi, quand je regarde mon père, je comprends et je vois à travers les yeux de mon père ou de ma mère toute l'histoire de France, l'histoire de la colonie, l'histoire des caïds installés dans les villages, l'histoire de l'interdiction qu'ils ont donnée de se rendre dans les forêts, alors qu'en Kabylie, ils crevaient la dalle, ils mangeaient pas. Si on veut prendre des auteurs français comme Albert Camus, il a écrit La misère berbère, il l'a écrit, et quand il l'a décrit, mais c'est juste horrible, mais qui connaît ça?
je veux dire, dans la bouche de certains Français qui me disent « Ah, mais t'es Algérien, t'es d'où d'Algérie ? Ah, j'adore les Kabyles, ils sont tous gentils. » Mais jamais il va me dire « Oh là là, j'ai connu par l'histoire de mon pays, j'ai connu la misère berbère parce que anciens combattants pendant la guerre d'Algérie, qui n'ont jamais nommé guerre, qui ont toujours dit événement d'Algérie. » Et c'est drôle, parce que les mots ont un sens. Alors que l'Algérie, eux, appellent ça la révolution. Mais c'est quelque chose de dingue. Quand on s'attache aux mots, on se dit, mais waouh. Alors pour nous, c'était 4 lignes au collège. Les événements d'Algérie. Mais ouais, vite, hop, 2-3 dates, 1 ou 2 noms, et on passe à autre chose. Cette fierté-là de ma construction, j'aurais voulu quand même la récupérer. Avoir mon lot, comme les cadeaux de Noël, avoir mon lot pendant les cours au collège. Et on lutte encore, parce que dans le programme, c'est pas tout à fait encore clair. Hein. Quand le prof dit heureusement que vos aïeux ont été courageux, sinon aujourd'hui nous serions tous allemands. Pourquoi il n'a pas rajouté vous aussi, vos grands-parents ont fait la guerre. Peut-être qu'ils l'ont pas fait. Interrogez vos parents. On fait du lien avec les parents. On se connecte. Et enfin, c'est laisser la place à travers l'école pour que nos parents puissent s'exprimer et soient fiers aussi de dire, mais oui, il a raison ton professeur, parce que à l'époque, ton grand-père est allé faire la guerre pour la France, puisque c'était... Je veux dire, c'est pas régler des comptes, c'est de récupérer notre lot. Et c'est très important, parce que... tant qu'on ne l'a pas affirmé en tant que tel, je sais qu'il y a un sentiment français d'avoir peur, parce qu'il y a encore des anciens combattants de la guerre d'Algérie qui sont encore vivants, et ça attise une espèce de « Ok, moi, c'est pas mon... » on n'est pas né avec cette guerre-là, j'ai pas été à mon grand... Enfin, tant mieux, pardon, je cherche mes mots, mais parce que c'est des terrains tellement où les mots ont tellement une importance. On a été épargnés. C'est-à-dire que nous, on est une génération, et pas seulement avec la guerre d'Algérie, en étant là où je vis, ici à Villeneuve-d'Ascq et pas loin, Roubaix ou M, on est des enfants qui, pour l'instant, je croise les doigts, on a grandi sans connaître la guerre. Et toute sa misère, et les massacres, et les tortures, Donc, comme on est épargné de ça, on n'est pas à vif. Mais les traumas se transmettent de génération en génération si on ne raconte pas. J'ai été sidéré, je pense que je te l'avais peut-être déjà raconté, quand j'ai commencé, quand j'étais en pleine écriture, donc ça fait pas très longtemps, hein, le spectacle est sorti il y a 2 ans. Quand j'étais en pleine écriture, j'ai parlé dans le spectacle du massacre de Sétif. Pourquoi j'ai parlé de ça ? C'était loin de moi, mais je ne connaissais pas. J'écoute France Inter. Il y a un spécialiste, j'ai oublié le nom, spécialiste du trauma des peuples, voilà, donc il est invité à France Inter et il raconte qu'il y a des traumas dans certaines dans certains pays ou civilisations qui se passent de génération en génération sans que personne ne s'en aperçoive. Et là, il m'a piqué à vif comme ça. D'un coup, j'ai dit, mais de quoi il parle ? Il dit, regardez les jeunes Français algériens. Bien souvent, ça va vous faire sourire. Quand bien même il y aurait un match Portugal contre la Suède, ils sont là et ils brandissent le drapeau algérien. Vive l'Algérie ! Et c'est un acte politique ils ne sont absolument pas au courant. Pour la plupart des Algériens, Français algériens, qui brandissent le drapeau, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perpétuer le geste qu'il y a eu lors du massacre de Sétif. Et là, je dis, mais de quoi il parle ? Le massacre de Sétif ? Mais quand est-ce qu'on nous a parlé du massacre de Sétif ? Pour que on dise le massacre de Sétif, c'est que c'est un truc énorme. Je commence à chercher. Donc, tu parlais de pièces de Pulse. Ça, c'est pas des choses qui m'ont été transmises par mes parents, mais par les historiens, voilà. Maintenant, on a Internet, je creuse. Et là, je me rends compte qu'il y a eu un massacre à Sétif et dans tous les villages aux alentours alors on n'est pas d'accord sur les chiffres, hein. En France on dit 30 000, 32 000, les Algériens et les Américains disent plutôt 40 000, voire un peu plus, d'indigènes qui ont été massacrés. Et c'est parti d'une manifestation, en fait c'est parti de la commémoration, enfin de la fête de la libération en 1945.
Comme la France a été libérée, on a tous les images, oui, à Paris, ouais, c'est la libération, les Américains sont là, ils distribuent des tablettes de chocolat aux Français qui sont là, enfin libérés, De Gaulle avec son grand discours. En Algérie, c'était pareil, puisqu'on libérait la France et que l'Algérie était française. Donc, cortège, avec la liesse, les gens qui s'embrassent, enfin débarrassés du nazisme. Sauf que, sauf que, on a envoyé nos grands-parents faire la guerre, combattre Hitler. Quand ils rentrent, bah, je peux comprendre en 2024-25, par un sentiment justement d'appartenance, que nos grands-parents, ils, ils se rendent compte en fait que les Français sont eux libérés du nazisme, mais eux toujours sous le joug d'une colonisation française qui est, qui est d'une sévérité extrême. Alors on dit la guerre d'Algérie a commencé en 54, mais en regardant bien et en écoutant les historiens, en me documentant, je me rends compte que c'est pas ça qu'ils racontent. Ils racontent qu'en 45 déjà il y avait une conscience et à la fois d'indépendantistes et à la fois de vouloir récupérer leur liberté. Il y a une aigreur quand même. Des combattants qui étaient nos grands-parents, ils rentrent d'avoir combattu avec les Français contre le nazisme. Ils rentrent, ils fêtent la libération, et en fait, ils rêvent tous de liberté, sauf que restent des indigènes. Donc il y a un mouvement qui commence en 1945 et peut-être même avant, de plus en plus à... et je reviens sur ce drapeau, un jeune de 25 ans, 23 ans, alors ils disent que c'est un scout musulman. Il a brandi ce qui était le premier drapeau d'Algérie, et il s'est pris une balle dans la tête. Et pareil, en me documentant, je me suis rendu compte que c'était possible de se prendre une balle dans la tête et qu'il n'y ait aucune suite. Je veux dire, donc du coup, il brandit le drapeau, il se prend une balle dans la tête, du coup ça tire dans tous les coins. Quand même en proportion, il y a 17 morts du côté des Pieds Noirs et des Français. Il y a 40 000 morts du côté des indigènes. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? Donc ce traumatisme-là, il y en a qui disent que c'est là que les indigènes se sont sentis profondément algériens. C'est notre histoire. Moi, je la porte comme les Français devraient la porter, parce que c'était leur histoire aussi, puisque l'Algérie était française. Mais c'est tout ça qui fait qu'un jeune Algérien, aujourd'hui, brandit un drapeau en disant « Vive l'Algérie !» et il ne se rend pas compte que ça reste un acte politique, et ça reste surtout un trauma invisible porté sur les épaules de chacun d'entre nous. D'où aussi, quelquefois, notre colère, notre arrogance, cette revanche vis-à-vis du père qui est toujours... Moi, je me suis toujours senti un peu en colère par rapport à mon père. Quand mon père rentre dans une administration française, chut, il me disait en kabyle, ce Sunken, ne parle pas, surtout tais-toi, faut pas un mot plus que l'autre, tu dis bonjour, tu dis attends. Mais la personne, elle me parle mal, moi je vais lui répondre, parce que moi j'ai les codes, moi je suis français, t'inquiète pas. Toi, tu as vécu ce que tu as vécu, avec les caïds, les trucs et les machins. Mais moi, en tant que citoyen français, cette dame-là, ou ce monsieur-là, derrière son bureau, il a dépassé les bornes. Il me doit des comptes. Et moi, je vais lui dire, chose que mon père n'aurait jamais osé. Elle est là. Il est là le fossé entre nous. Elle est là la différence. Et l'intégration, en tout cas, le fait qu'on a, nous, notre place... voilà, en fait, oui. C'est un chemin. Non, mais c'est un chemin, et on voit que en partant c'est-à-dire que de l'importance de raconter l'histoire de tes parents, tu as fait des recherches et on voit que l'Algérie est dans ton cœur maintenant. Bien sûr. C'est-à-dire que en faisant ces recherches-là, même tu l'avais déjà naturellement à la naissance, mais tu as fait ces recherches-là et on voit que ça. C'est au niveau des tripes, en fait. Mais bien sûr. C'est au niveau des tripes et surtout c'est notre héritage de notre fierté. Tout à fait. C'est une fierté. Je disais dans les grandes figures par exemple, en creusant, chose que j'ai pas mis dans le spectacle mais je l'ai tellement eu en tête, je me disais pourquoi à l'école par exemple pour nous renvoyer aussi, on étudie Jeanne d'Arc, mais on a eu nous les Berbères Jeanne d'Arc. Il y avait Lala Fatma Soumer, Lala Fatma, une femme qui vit dans un village, on pourrait dire oui, les paysans berbères, ils sont
c'est des comment, c'est des hommes des cavernes, quoi. C'est des gens qui vivent. Attends, comment une femme qui tient tête en soulevant des villages entiers à l'armée française pendant plusieurs années, c'est Jeanne d'Arc. Quel nom c'est autre que la grande figure de Jeanne d'Arc qu'on brandit en disant ouais, quand même une femme qui a été bon, elle entendait des voix, c'est encore autre chose, mais pourquoi on nous raconte pas ça? Alors bien sûr, il y a beaucoup dans les écoles, il y a beaucoup de cultures différentes dans certains pays d'Afrique, en Argentine, où on a beaucoup d'enfants maintenant qui sont issus de cultures différentes, donc on pourrait pas. Mais quand même, je veux dire, c'est tellement ça fait partie de l'histoire de France. Tout à fait. S'ils sont là aujourd'hui, on doit faire partie du récit national. Exactement. Sinon, on est en marge. Et si on est en marge, il faut assumer les conséquences. Alors, heureusement qu'il y a des personnes comme toi, comme Ismaël Saïdi, ou il y a aussi Mehdi Lalaoui, qui a sorti un livre sur les Kabyles d'Océanie, qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout Donc, à il y a fait. des personnes comme ça qui racontent des histoires comme ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, dimanche prochain, je vais aller voir le spectacle concernant justement des Algériens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Et donc, heureusement qu'il y a des personnes comme toi. Et des personnes qui gravent en partie aussi l'histoire de leurs parents. Et je pense que là, avec ton spectacle, l'histoire de tes parents est gravée pour tes enfants, mais également pour les futures générations. Et c'est ça qui est bien. Moi, je trouve ça bien. Et moi, je voudrais revenir sur tes parents. Et qu'est-ce que tes parents diraient à leur fils Rachid, aujourd'hui, qui n'ont pas vu le spectacle, qui n'ont pas eu la chance de voir ta pièce de théâtre? Qu'est-ce que tu peux Avec imaginer? des mots simples, il dirait c'est bien mon fils, continue, c'est bien. Avec des mots simples, il dirait ça. Quand je me suis lancé dans mon premier solo, mon père m'avait dit je lui ai dit papa, non mais je veux faire du théâtre, tout ça. Il m'a regardé, il m'a dit je te fais confiance. Quand il m'a dit ça, ça m'a donné mais vraiment une telle foi, parce que l'origine du mot confiance, c'est la foi en fait, la foi en la vie, tellement que je pouvais tout défoncer, quoi, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune porte qui me serait fermée, puisque celle de mon père et de ma mère m'ont permis de les ouvrir en fait. Si tu devais écrire un message ou une lettre à tes parents, si tu avais cette possibilité et tu dis qu'ils vont recevoir cette lettre, qu'est-ce que tu leur raconterais? Oh, je leur raconterais tellement je suis reconnaissant. Sur toi et sur ton parcours. Ben, je leur raconterais tout ce qu'ils ont pu me permettre de faire. Et j'essaierai dans mes écrits de leur faire prendre conscience que s'ils n'avaient pas fait ce sacrifice, j'aurais pas pu moi continuer et voilà, être là où je suis aujourd'hui et aller encore au-delà demain. On arrive à la fin de l'épisode, de ce podcast, et tu devais transmettre un message à la jeune génération, celle de tes enfants, mes enfants également. Quel serait ce message? Restez curieux, allez chercher au-delà de ce qu'on vous dit et vraiment essayez de vous faire un avis de par vous-même en discutant avec votre entourage, avec votre famille, avec vos parents proches, et profitez-en. Tant que les gens sont vivants, ils peuvent témoigner. Ils témoignent si on leur pose des questions. Moi, je dis de mes parents, c'était comme une bibliothèque qui était ouverte 24/24, mais on a toujours mieux à faire. Alors on leur pose pas vraiment de questions. Mais quand ils sont partis, ça y est, j'ai fait le chemin, moi. Mes parents sont décédés, ils sont morts, ils ne reviendront pas. C'est fini, on ne peut plus leur poser de questions. Donc vraiment, profitez du vivant de vos parents, de vos grands-parents qui sont encore là, et posez-leur des questions, des choses qui, voilà, des sujets que vous n'avez jamais abordés en famille, pour pouvoir déjà avoir tout de suite leur témoignage qui vient de leur bouche, et pas d'aller chercher dans un livre, ou même si c'est très bien de le faire, mais justement pour avoir un avis et un héritage, l'héritage des parents et de la famille. D'où l'importance de cultiver cette curiosité, comme tu le dis, et de cultiver également la transmission. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Rachid Merci de m'avoir Jamel. reçu ici chez toi. Merci. C'était un plaisir.
de faire cet épisode, d'enregistrer cet épisode avec toi. Avec plaisir, merci. Merci.